Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Laurent Carilla, professeur de psychiatrie à l'hôpital de Paul Brousse, spécialisé dans l'addictologie et l'auteur du livre Docteur, addict ou pas, paru aux éditions HarperCollins. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Laurent Carilla, dont la renommée en psychiatrie et addictologie n'a d'égal que sa passion pour la musique métal. Dans cet épisode, le professeur Carilla nous offre une plongée dans les thèmes de son dernier livre, révélant la dualité des passions humaines. Celle qui nous propulse vers des sommets inattendus et celle qui parfois nous ancre dans l'ombre. Nous naviguerons dans les eaux complexes de la dépendance, éclairant les zones d'ombre de la santé mentale tout en cherchant des phares d'espoir et de résilience. Le professeur Carilla nous guidera à travers les mystères de notre cerveau, cet allié ou adversaire intime. Restez avec nous, car ce voyage promet de redéfinir notre compréhension de l'addiction, au-delà de la maladie, en tant qu'expérience humaine universelle. Découvrons avec le professeur Laurent Carilla, l'auteur du livre Docteur, addict ou pas, comment naviguer dans les eaux de l'addiction avec compassion et perspicacité. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Professeur Laurent Carilla, bonjour. Bonjour. Alors, vous mentionnez dans votre livre que l'addiction peut être considérée comme une maladie chronique. Pourriez-vous nous expliquer comment cette perspective change la manière dont nous devrions aborder le traitement et le soutien des personnes touchées ? Oui, tout à fait. En fait, l'addiction, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique comme l'hypertension artérielle, de l'asthme, un diabète, une pathologie cardiaque, vous voyez. Et quand on a ces pathologies-là, on va les traiter. On va les traiter d'abord sur des épisodes aigus, c'est-à-dire des complications qu'on peut avoir à cause de la maladie, et on va les traiter pour stabiliser cette maladie. Parce qu'une maladie chronique, on n'en guérit pas, mais on se met dans un état de stabilité et de rémission. Et donc l'addiction, c'est une maladie, et j'en parle dans ce livre parce que déjà je voulais démonter l'idée d'utiliser ce mot addict à toutes les sauces. C'est un mot à la mode, c'est un mot qu'on voit dans la pub, c'est un mot qu'on utilise comme ça, alors que en fait on utilise un mot qui représente une maladie, vous voyez, quelque chose de négatif, quelque chose de difficile pour soi et pour son entourage. Et donc l'addiction, c'est une maladie chronique, et il faut la traiter avec plusieurs acteurs et actrices et plusieurs approches thérapeutiques. Comment devient-on addict ? Alors, tout le monde n'est pas addict déjà, mais comment on devient addict ? On a des facteurs prédisposants. Et on a 5 grands facteurs prédisposants. Au centre de ces facteurs, qui vont tous interagir ensemble, on a les facteurs de développement. Notre développement personnel, comment se passe notre puberté, comment se passe notre maturation cérébrale. Il y a des différences entre les garçons et les filles. Vous voyez, c'est vraiment le centre, c'est nous, qui va interagir avec des facteurs psychologiques, psychiatriques et tempéramentaux. Par exemple, psychiatrique, on a des troubles dépressifs dans l'adolescence, on a des troubles oppositionnels, on a des troubles déficit de l'attention, troubles du sommeil, etc., de l'anxiété. Le tempérament, c'est comment on est, c'est-à-dire est-ce qu'on aime les sensations fortes, est-ce qu'on évite le danger, vous voyez, ce type-là de tempérament, est-ce qu'on est hypersensible, etc. Donc ça, c'est le deuxième grand facteur. Le troisième grand facteur, c'est notre cerveau. Notre cerveau, comment se font les échanges dans notre cerveau, entre les neurones, entre le métabolisme de notre cerveau, les échanges d'oxygène, de glucose, vous voyez, tout ce cerveau plastique qui évolue au cours du temps et qui s'adapte en fonction des situations. Donc, troisième grand facteur. Quatrième grand facteur, les facteurs génétiques. Est-ce que dans notre famille, il y a des gens qui ont une addiction ou un problème de santé mentale ? Ça explique pas tout, mais ça explique 40 à 70% du problème. Et le dernier grand facteur, et pour moi, c'est un vrai problème et un vrai point à souligner, c'est que notre environnement est un facteur majeur de provocation d'addiction. Mais isolément, ça fonctionne pas. Vous voyez, donc notre environnement, c'est notre éducation, l'école, les études, la vie avec les copains, les produits disponibles, les comportements disponibles. Et il faut que ces 5 facteurs-là soient déséquilibrés pour qu'on développe la maladie. Il n'y a pas un seul facteur qui va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire déséquilibré ? On est touché sur le facteur développemental, c'est-à-dire notre puberté a été compliquée. Par exemple, on a été exposé très tôt à des produits. Notre cerveau est mature vers 20-25 ans, donc on a exposé très tôt à des produits ou à des comportements ou aux deux. On a des comportements, délictueux. Sur le côté cerveau, avant 25 ans,
S'il y a des produits, s'il y a des comportements qui sont présents, répétés, les échanges ne se font pas bien, l'architecture du cerveau ne se fait pas bien, etc. Génétique, si dans la famille on a des gens qui sont addicts, ça favorise les choses. Et au niveau psy, je sais pas, si on était déprimé, si on a fait des tentatives de suicide, si on est anxieux, si on a été victime de traumatisme, vous voyez, c'est chaque élément avec des points, on va dire, négatifs. Et comment l'environnement influence-t-il effectivement ces comportements ? L'environnement, il influence ces comportements par la disponibilité des drogues, de l'alcool, du tabac, des comportements aussi qu'il y a sur Internet. Il y a aussi notre éducation, il y a aussi la tolérance de nos parents face à nos comportements, il y a aussi qui on fréquente. Et c'est pas forcément qu'un milieu précaire, c'est aussi, ça peut être très bien un milieu aisé, il y a des consommations à l'intérieur du milieu, et il y a le stress environnemental aussi. Alors, dans votre livre, vous parlez d'addictions positives. Oui, c'est un concept que j'ai développé. Ouais, et des addictions pathologiques. Comment les distinguer ? Qu'est-ce que c'est ? L'addiction, c'est une maladie, c'est négatif, c'est une maladie chronique. L'addiction, je la définis avec le moyen mnémotechnique 5 fois la lettre C. Donc le premier C, c'est une perte de contrôle du comportement. Le deuxième C, c'est un usage compulsif. Donc on ne peut pas s'empêcher d'eux. Le troisième C, c'est un mot anglais. C'est le craving, qui veut dire l'envie irrépressible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage, une consommation chronique, vous voyez, répétée. Et le dernier C, c'est des conséquences sur notre vie sociale, physique, psychique. Et tout ça pendant 12 mois. Si on a 5 C pendant 12 mois, on est dans l'addiction maladie. L'addiction positive, c'est quoi ? En fait, je l'ai développée à partir de la communauté métal que je fréquente, et moi-même. Et je me suis dit, quand même, on a des comportements addictifs, quoi. Mais on n'est pas malade. Et je me dis, mais dans l'art, est-ce que ça développerait pas ce type d'éléments-là ? Donc j'ai mis le mot positif derrière le mot addiction, parce que l'addiction, c'est quelque chose, c'est une maladie. Donc c'est plutôt négatif. Donc addiction positive, c'est quoi ? Je l'ai redéfini avec du plaisir, avec de la passion, avec de la récompense et avec des émotions positives. Et dans ce plaisir-là et passion, il y a le côté aussi qu'on retrouve dans la passion amoureuse, non pathologique, c'est-à-dire le manque de l'autre et l'envie absolue de revoir l'autre, d'être avec l'autre, etc. Et vous voyez, ça, c'est le manque de l'autre, c'est un symptôme d'addiction, et l'envie irrépressible de voir l'autre, c'est le craving. Et ce craving, normalement, c'est le symptôme central de la maladie addictive. Et on peut avoir donc des pseudo-cravings. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire « toi, t'es addict à ci, toi, t'es addict à ça ». Non, c'est pas ça. C'est ça te manque un peu, t'as ce petit craving. Si t'as les 5 C pendant 12 mois, t'es malade. Si tu les as pas, t'es pas malade. Et le craving, on peut le définir ? Le craving, c'est l'envie irrépressible de consommer, de faire quelque chose, en fait. Et qui se matérialise comment selon les... Le craving, c'est surtout dans la maladie, si vous voulez. Dans la maladie, c'est par exemple, je suis addict à, à la cocaïne. Ouais. J'ai pas de cocaïne à dispo. Je vais être un peu en manque. Et je vais avoir des pensées qui vont tourner en boucle. Il me faut de la coke, il me faut de la coke, il me faut de la coke, il faut que je consomme. Et ça induit des événements négatifs. On n'est pas bien, on se sent pas bien, vous voyez. C'est cette envie irrépressible de consommer. Et c'est ce qu'on appelle en thérapie cognitive du renforcement négatif. Du renforcement négatif, c'est quoi ? C'est pour ne plus souffrir, on va consommer, mais on va souffrir. Comment on fait, effectivement, dans le cadre d'un craving, pour gérer, effectivement, cette tension émotionnelle ? Déjà, il faut se faire accompagner. Ouais, il faut se faire accompagner, déjà. C'est difficile à gérer les cravings, mais il y a des techniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'utilise toujours cet exemple-là, et on l'utilise en thérapie. C'est le craving, c'est comme une vague. Et vous voyez la vague qui arrive, donc elle est très haute, et elle va s'amenuiser avec le temps. En fait, le craving, c'est ça, en fait. C'est une vague, donc ça monte, et ça descend. Et en fait, on apprend aux personnes addictes à surfer sur la vague. Au début, c'est dur, mais quand ils appréhendent la vague, les vagues deviennent de plus en plus petites. Alors, comment guérir son addiction ? On ne guérit pas de l'addiction, parce que c'est une maladie chronique. On se met en état de rémission. On guérit d'un problème lié à l'addiction. Par exemple, je sais pas, vous êtes à une soirée, je vous prends vous comme exemple, mais c'est pas, voilà, vous êtes alcoolodépendante et vous prenez de la cocaïne, d'accord ? Vous êtes dans une soirée, vous consommez beaucoup d'alcool, beaucoup de cocaïne, et vous vous sentez pas bien quand vous rentrez chez vous. En fait, si on vous prend en charge pour gérer ce truc, vous êtes pas bien, etc., là on dit, vous avez guéri de cet épisode. Mais le mot-clé dans la maladie addictive, c'est la rémission, c'est-à-dire c'est maintenir le plus longtemps possible l'arrêt de la consommation et trouver les stratégies alternatives pour plus consommer. Justement, en parlant de rémission à long terme, quelles stratégies spécifiques recommandez-vous pour maintenir la guérison et prévenir les rechutes ?
Il faut un travail avec des professionnels spécialisés. L'acteur central, c'est le médecin généraliste qui va guider la personne malade vers un centre d'addictologie. Alors, il y a des centres en ville, il y a des centres à l'hôpital, il y a des consultations pour les jeunes consommateurs, etc. Et le travail va se faire de manière multimodale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs et actrices qui vont agir. Il va y avoir un médecin, un psychiatre, addictologue, qui va un peu servir de chef d'orchestre. Par exemple, une infirmière spécialisée en addictologie ou un infirmier qui va travailler sur la motivation. Une psychologue ou un psychologue clinicien, j'insiste sur clinicien, qui va travailler les racines du problème. Après, il y a d'autres éléments qu'on met dans la prise en charge. Ça peut être une assistante sociale pour des problèmes sociaux, ça peut être un ergothérapeute, ça peut être quelqu'un qui va aider à de l'activité physique, vous voyez. Et c'est un programme sur du long terme. Quand un patient ou une patiente vient me voir en consulte, je leur dis on en a déjà pour 1 an pour stabiliser les choses. Mais on sera plusieurs. Vous avez souligné que nous sommes tous susceptibles de développer des addictions, mais avec des niveaux de risque différents. Ouais. Quels sont les principaux facteurs, même si vous en avez parlé un petit peu en introduction, qui vont déterminer cette susceptibilité et comment les atténuer ? Encore une fois, ce sont ces 5 facteurs que je vous ai précisés. Atténuer, c'est sur notre développement personnel, c'est déjà consommer le plus tardivement possible. Voilà. C'est reculer l'âge de la première consommation. On sait que les ados vont goûter à des produits. Donc il faut essayer de reculer au maximum. C'est pas facile, mais c'est un axe de prévention qui est important. Après, il y a sur le développement perso, c'est voir comment la puberté se passe et quels sont ces changements qui arrivent. Est-ce qu'il y a des choses qui, on va dire, interagissent de manière négative avec cette puberté, par exemple, je sais pas, je m'isole, etc. Et ça interagit directement avec les facteurs psy et tempéramentaux. Le tempérament, c'est difficile d'agir dessus, mais les troubles psy, c'est facile d'agir dessus. Mais il faut les repérer et les traiter. Mais ça, c'est l'environnement qui a le pouvoir de repérer, c'est pas l'adolescent, donc comment on fait ? Non, mais les troubles psy, non, c'est pas l'environnement. C'est la famille, on va dire, c'est la les famille. proches. Ouais, mais on voit quand il y a des changements, c'est tellement spécifique en plus chez les jeunes. Après, ça peut être chez des gens plus âgés, hein. Mais on voit quand il y a ces troubles-là, il faut les soigner. Quand ils sont présents, il faut les soigner. Quand il y a un changement de comportement, quand il y a un changement d'habitude, quand on reconnaît plus trop la personne, il faut aller voir ce qui se passe. Donc l'entourage proche va discuter et après il faut orienter directement. Après dans l'environnement, il y a tout ce qu'on doit faire en termes d'information et de sensibilisation, c'est-à-dire que tous les produits sont disponibles, tous les comportements sont disponibles, notamment par Internet, et aussi tous nos comportements de base sont disponibles. Donc il faut qu'il y ait une régulation sur ces points-là. Et il y a aussi après l'éducation, il y a la tolérance des parents. Par exemple, des parents qui sont hyper heureux que leur enfant soit ivre, c'est pas une bonne idée à mon avis. Voilà, c'est un exemple que je donne, mais c'est pas une bonne idée. Donner un fond de verre d'alcool à quelqu'un qui a 9 ans à un baptême ou à une bar mitzvah, c'est pas une bonne idée non plus. Autant leur donner une ligne de cocaïne, quoi. Et c'est pareil pour le cerveau. Et après, sur le cerveau, on peut pas agir. Mais on peut agir en faisant de la prévention externe, en fait. C'est-à-dire, pas trop exposer, en parler, repérer des problèmes, vous voyez. Et sur la génétique, on peut pas agir non plus. Alors, à quel âge on peut, par exemple, aujourd'hui, il y a encore quelques années, la génération de nos parents, par exemple, avait de l'alcool, le verre de vin à la cantine, à table ? Ouais, c'est il y a longtemps. La bière aussi. Oui, c'est la génération de nos parents, c'est pas si longtemps que ça. Mes parents, ouais, peut-être. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, peut-être, vous avez raison. Donc, et aujourd'hui, il est courant de voir effectivement des tablées familiales avec du vin et des enfants de 15 ans qui sont invités à consommer le verre de vin en famille. Du coup, comment, à l'aune de ce que vous venez de dire, il faut que toutes les familles écoutent votre podcast et le message que je viens de laisser, c'est-à-dire c'est inutile de faire goûter des fonds de vin pour la culture française, etc., ou un petit peu d'alcool pour voir les effets, ça sert à rien. De toute façon, ils le feront, les ados. Ils goûteront entre eux, ils feront certains du binge drinking, etc. Donc, inutile en famille de donner ce modèle-là. Ils ont tout le temps pour consommer en famille. Et quid des croyances qui veulent que, en fait, en gros, c'est mieux d'accompagner et de boire avec son enfant Non, c'est inutile, c'est contre-productif, ça sert à rien, en fait. Il n'y a aucun travail scientifique qui a montré l'efficacité préventive d'accompagner son enfant parce que vous l'exposez tôt. Donc, il y a aucun. Moi, je dirais, exposez-le le plus tardivement possible pour goûter avec lui. Quel est le lien entre le sommeil, la consommation de substances et l'addiction ? C'est un lien bidirectionnel, en fait. C'est-à-dire tout est intriqué. C'est-à-dire que
Vous pouvez avoir des troubles du sommeil et consommer des produits pour essayer de régler votre sommeil, ça réglera rien. Et à l'inverse, vous pouvez consommer des produits et ça va induire des troubles du sommeil. Je m'explique, par exemple, quand vous buvez 3-4 verres, vous n'êtes pas addict, hein, vous buvez 3-4 verres en soirée, ça impacte votre sommeil sur la deuxième partie du sommeil, tout le temps, en fait. Parce que vous êtes déshydraté et vous allez vous endormir vite, mais ça va être l'anarchie sur la deuxième partie du sommeil, donc vous allez avoir des insomnies, par exemple. Et à l'inverse, je sais pas, chez les sujets addicts au cannabis, le joint le plus complexe à arrêter dans la prise en charge, c'est le joint pour dormir. Pourquoi ? Parce que les addicts au cannabis finissent par utiliser ce joint à visée hypnotique, donc pour s'endormir. Et c'est vrai que ça les aide, mais à la fin, ça dézingue toute l'architecture du sommeil, en fait. Alors qu'il y a des addictions à l'alimentation, à l'alcool, au travail, au sexe, à l'amour, aux écrans, quelles sont selon vous les addictions que notre société entretient le mieux ? C'est une question complexe, hein. Le tabac, l'alcool, le sucre, et puis tout ce qui est interface sociale, les réseaux sociaux, via notre smartphone. De quelle façon les conceptions de nos appareils et applications renforcent-elles une addiction aux écrans ? Nos addictions, et là pour le coup on est tous concernés, bon, pour les enfants et pour les jeunes c'est encore plus tragique puisque eux sont exposés très très tôt. Ouais. Et du coup, est-ce que cette addiction aux écrans, ils sont exposés très très tôt, alors on parlait de l'alcool, est-ce que du coup ça va pas générer effectivement ou encourager d'autres addictions qui peuvent venir plus tard ? On parlait de la consommation d'alcool, même si elle est retardée. Est-ce que du coup l'addiction aux écrans, parce que même à l'école maintenant ils sont tous aux écrans, Ouais. comment on fait effectivement, même avec la meilleure volonté du monde, pour les protéger de tout ça ? Moi, j'aime pas le mot addiction aux écrans parce que ça n'existe pas en fait. C'est addiction derrière les écrans avec des usages problématiques de smartphones, de réseaux sociaux, etc. Parce que c'est l'écran qui va générer des comportements addictifs en fait. C'est-à-dire, dans les addictions derrière les écrans, vous allez avoir, je sais pas, la sexualité en ligne, les paris sportifs, les jeux vidéo, vous voyez ? Il y a ces éléments-là. Et le smartphone, c'est une matrice intermédiaire en fait. C'est comme un doudou qui nous rassure en fait. C'est vraiment une fonction de doudou comme chez l'enfant, mais chez tout le monde, du petit au plus grand, quoi. Et qu'est-ce qui va entraîner cet usage problématique ? C'est en fait un phénomène d'identification globale, c'est-à-dire que on a tous un smartphone, schématiquement, on se connecte tous sur un ou plusieurs réseaux sociaux, on va communiquer avec ces réseaux sociaux. À la base, tout ça, c'est que du positif, c'est que du bien, hein, c'est que bien, et certains vont déborder. Ils vont déborder parce qu'ils ont ces petits facteurs de vulnérabilité et ils sont pas dans l'addiction, ils sont dans un usage problématique du système. Et c'est quoi l'usage problématique ? Il y a des habitudes addictives, donc encore une fois, on reprend des symptômes de ces 5 C, mais on les a pas tous, parce qu'on n'est pas malade. On a des habitudes antisociales. Habitudes antisociales, c'est par exemple, je sais pas, on est en train de parler tous les deux, et vous me parlez, et puis moi, à un moment, je sors mon téléphone, et je vais voir ce qui se passe. Ça s'appelle du phubbing, par exemple. On a des habitudes dangereuses. Dangereuse, c'est je conduis je réponds aux notifications pendant que je conduis, dans ma voiture, sur mon scooter, sur ma trottinette, etc. Vous voyez, le danger est multiplié quand même par 23 hein, d'accidents de la route. Ça peut être aussi les zombies. Les zombies, c'est ceux qui marchent dans la rue tête baissée, les yeux rivés sur leur smartphone, ils voient pas ce qui se passe, et il y a des accidents de la voie publique. Après, il y a plein de choses. Je peux prendre des photos, des selfies dans des situations dangereuses, etc. Oui, et c'est cet usage problématique-là sur lequel il faut travailler. Et maintenant, on est une société hyper connectée et que les tablettes, les écrans font partie de l'éducation pédagogique. Il y a à la fois, il faut distinguer l'éducation pédagogique, l'écran, on va dire, travail, de l'écran hobby. Et c'est surtout sur la partie hobby qu'il faut se focaliser. Et il ne faut pas se focaliser que sur le temps écran. Parce que tout le monde a tendance à dire « Oh là, je passe un temps fou sur mon écran ». Mais en fait, c'est pas très grave ça, en soi. C'est qu'est-ce qui se passe autour. Et qu'est-ce qui se passe autour, et notamment chez les jeunes, il faut voir quel est le contexte de connexion, le contenu de connexion, quels sont leurs traits de personnalité, comment ils se sentent avant, pendant, après, et aussi prendre en compte ce temps. Alors, il faut distinguer l'écran travail de l'écran hobby. Mais en général, c'est le même écran. En général, c'est le même écran, mais c'est pas les mêmes connexions. Par exemple, pas plus tard que ce matin, je voyais en consultation une patiente qui me disait « Moi, je travaille que avec mon smartphone grand écran. » D'accord ? Donc, elle n'a pas d'ordinateur. Smartphone grand écran. Donc, je peux travailler de 8h à 19h avec. Et je complète avec mon ordinateur portable.
Mais quand je rentre chez moi et quand je vais me coucher, j'ouvre mon écran et je fais n'importe quoi avec. C'est-à-dire je suis en scrolling, je passe d'une info à l'autre, je suis sur les réseaux sociaux, je regarde tous les reels qui se passent, etc. Et en fait, elle me dit, à la fin du coup, il est 2h30 du matin. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut réguler. Alors comment on fait ? Comment on régule ça ? Déjà, il faut faire, dans la journée, il faut faire des breaks de smartphone déjà, dans la journée. C'est-à-dire que on travaille, mais il y a des moments où on prend des pauses, on fait des pauses sans son smartphone. Il vaut mieux enlever toutes les notifications, les flashs lumineux, les alarmes, etc. Ça sur la journée de travail. Parce que faire une digital detox, ça sert à rien. Et le soir, il faut modifier. C'est 1 heure avant le coucher, il ne faut pas de smartphone en fait. C'est ça le truc. On sait très bien que les lumières du smartphone, même en mode nuit, interagissent avec votre mélatonine dans votre cerveau et ça va dire à votre cerveau, il fait jour. Donc vous ne pourrez pas vous endormir. Et quand vous allez faire une insomnie de milieu de nuit, enfin un réveil en milieu de nuit, il ne faut surtout pas se précipiter sur son smartphone parce qu'il va vous dire, il fait jour. Quels sont les écueils à éviter quand on souffre d'une addiction ? Il y en a plein. T'es un toxico, t'es un alcoolo, t'as pas de volonté, tu t'en sortiras jamais. De toute façon, t'es faible. Voilà, en gros. Il y en a plein d'autres. Hein. Tout ça, c'est des mots horribles. C'est comme quand on dit à quelqu'un qui a un peu une personnalité changeante, t'es complètement schizophrène. Vous voyez, c'est pas sympa. Ou une humeur changeante, t'es bipolaire. Alors, ces trucs-là, ces mots, c'est horrible. Alors, comment bien agir et comment bien se comporter avec... Il faut lire mon livre. Il y a tout dedans. Non, mais comment bien se comporter, c'est qu'il faut vraiment se dire, il est malade. C'est pas évident de dire, voilà, il ou elle est malade. C'est pas évident de se dire, parce que quand on dit malade, je sais pas, on pense, je sais pas, une grippe, je sais pas, de l'hypertension artérielle, un infarctus, vous voyez. On se dit pas, cette maladie, c'est une maladie qui est en fait du cerveau, des émotions, de la récompense. C'est difficile à se dire, voilà, tu bois beaucoup, ben t'as qu'à arrêter de boire. Or, il n'y a plus de contrôle, puisque les circuits dans le cerveau sont complètement désynchronisés. Ça marche plus. Alors passons maintenant à un sujet souvent mal compris et entouré de mystères, les psychédéliques. Ah. Alors ces substances ont une longue histoire et leur utilisation en médecine est aussi fascinante qu'elle est complexe. C'est fabuleux les psychédéliques. Alors expliquez-nous. C'est le traitement du futur, vous savez. Alors, expliquez-nous. Traitement du futur. J'ai écrit un chapitre dans le bouquin Exprès sur les psychédéliques, Absolument. Dans la partie un peu les approches, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles approches. Et en fait, vous avez l'histoire des psychédéliques comme la psilocybine ou le LSD, vous avez des histoires formidables. Histoires formidables où, au départ, le LSD notamment a été testé comme molécule potentielle traitant des pathologies. Un traitement médicamenteux. C'était dans les années 50, 60, 70. Il y a eu tout un courant avec des psychiatres qui les ont utilisés. C'était un peu limite parce que ça a entraîné des états de conscience modifiés. On se disait, peut-être un peu bizarre de faire ça. Après, vous avez la communauté hippie, rock de l'époque, les Beatles, les Rolling Stones, tout le monde s'est mis à consommer ces produits-là pour faire des voyages, etc. Et il y a eu une interdiction. C'est-à-dire que toutes les pseudo-études ou études qui ont eu lieu, tout a été stoppé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce côté drogue. Il n'y a pas ce côté drogue ? Addiction ? Du coup, à ces substances ? Il n'y a pas d'addiction aux psychédéliques. Certains peuvent déborder avec, mais il n'y a pas d'addiction aux psychédéliques. Oui. Peut-être que certains pourront déborder, mais c'est reste moi, j'en ai jamais vu, c'est une infime minorité. Il y a des gens qui peuvent goûter aux psychédéliques, expérimenter les psychédéliques, mais il n'y a pas d'addiction aux psychédéliques. Mais qu'est-ce qu'on appelle les psychédéliques ? La psilocybine, le LSD, par exemple. L'ayahuasca, oui, ces éléments-là. Bon, donc, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a très peu de temps, il y a un regain d'intérêt pour les psychédéliques comme piste potentielle de traitement de maladies résistantes. Et là, on se dit, waouh. Donc, il y a eu des études d'imagerie cérébrale pour voir comment ça se passait. Par exemple, la dépression, qui est une maladie importante. C'est une maladie grave. On peut en mourir. C'est une maladie qui est au sommet des maladies, avec les maladies cardiaques, etc.
Le traitement, c'est un traitement médicamenteux, c'est les antidépresseurs. Les antidépresseurs, ça marche. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche plus quand on a combiné plein d'idées de stratégies thérapeutiques. On s'est aperçu que dans des dépressions qui résistent au traitement antidépresseur, les psychédéliques fonctionnent, mais ces psychédéliques ne sont pas consommés, ne sont pas utilisés de manière isolée. Ils sont utilisés avec de la psychothérapie. Vous voyez ? Ils vont conduire la psychothérapie. Et on s'aperçoit que les résultats sont pas mal. On compare des antidépresseurs à des psychédéliques comme la psilocybine, des résultats très intéressants. Waouh, on se dit waouh, ça c'est important. Pareil dans des tableaux anxieux sévères, il y a des pistes. Pareil dans le trouble obsessionnel compulsif, il y a des pistes. Pareil chez les gens en fin de vie déprimés, il y a des pistes. Ça les aide, même s'ils sont en fin de vie, ça les aide à inverser toute cette tristesse, tous ces éléments dépressifs. Et il y a des pistes, là, actuellement, dans le traitement de certaines addictions. La psilocybine est testée, par exemple, dans l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac. C'est testé. Et encore une fois, ça accompagne la psychothérapie. Donc, on se dit quoi ? Moi, j'appelle ça la trip-thérapie. La trip-thérapie, ça aide potentiellement les gens. Et moi, je crois à ce traitement du futur. Ça ferait comme un reset au niveau du cerveau, vous voyez ? Mais quid des expériences négatives qu'on a tous pu entendre, notamment avec l'ayahuasca, où il y a des gens qui restent perchés, qui ne reviennent jamais. Oui, c'est comme avec tout. Il y a des risques de bad trip, avec des produits, bien sûr. Il y en a. Si vous voulez, quand vous prenez un produit qui va modifier votre état de conscience, il y a toujours un risque. Mais il faut mesurer le risque. Et encore une fois, dans les études, les posologies utilisées sont limitées. Vous voyez, c'est pas les bad trips, il peut en avoir, mais comparé à quelqu'un qui va prendre de manière complètement dérégulée ces psychédéliques, il y a plus de risques chez quelqu'un qui va faire n'importe quoi avec. Oui, parce qu'il ne s'agirait pas que nos auditeurs... Non, on ne dit pas... Il ne faut pas dire aux auditeurs... se disent... Bon, alors, je vais me faire un petit trip avec le LSD, l'ayahuasca, là, ce soir en famille, ça va être bien, on va se mettre bien. Non, il faut préciser les choses. C'est que ce sont des pistes d'études qui ne sont pas validées, qui sont en cours d'études, qu'il ne faut pas prendre de psychédéliques tout seul. Et de toute façon, dans ces études-là, les personnes qui prennent les psychédéliques, d'abord, ils sont accompagnés pour le voyage, et il y a une psychothérapie qui est assistée. Donc, c'est vraiment... Le traitement, c'est psychothérapie assistée par psychédélique. Donc, c'est dans un cadre de soins. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les psychédéliques. Parce qu'on sait, il y a quand même tout un business de psychédéliques et tout. Faites gaffe, ça peut être dangereux. Je veux le préciser. Oui, c'est important. Ouais. C'est important parce qu'il y a des vrais accidents... qui arrivent avec ces substances qu'il ne faut pas minorer. Tout à fait. J'ai envie d'ouvrir ce livre en m'exprimant comme si j'étais dans un groupe de parole au sein d'une pièce à l'atmosphère bienveillante. Chacun interviendrait tour à tour pour raconter son parcours de vie avec ses hauts et ses bas. Comme vous le savez ou pas, ces groupes thérapeutiques sont très souvent utilisés par les personnes addictes. Bonjour, je m'appelle Laurent Carilla. Bonjour Laurent, répondraient les autres participants à l'unisson. Je suis psychiatre et addictologue depuis une 20aine d'années maintenant, fan de musique métal depuis 40 ans et j'ai besoin d'être passionné pour travailler et varier mes activités. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence jusqu'au début de la vingtaine à Sarcelles, dans le Val d'Oise, une banlieue parisienne à la fois calme et agitée, où toutes les communautés vivaient en osmose. Dans Docteur Addict ou pas, j'aborde tous les comportements de vie quotidienne qui peuvent devenir de véritables addictions. Vous pourrez trouver des réponses si vous avez un doute sur votre consommation d'une substance ou sur l'un de vos comportements ou si des personnes de votre entourage vous semblent addictes. Laurent Carilla, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? C'est le starter de mon livre, en fait. J'ai commencé par ma bio, et on l'a appelé la bio du psy. C'est pas pour le jeu de mots biopsie, mais bon. Mais c'était l'idée de présenter les choses basiquement. C'est-à-dire que j'avais envie de dire, voilà, c'est un livre qui est pour tout le monde. C'est un livre que j'ai écrit avec mes tripes et mon cœur. Et c'est un livre avec des messages. Et c'est un peu la synthèse de ma carrière de médecin, de ma carrière d'enseignant, de ma carrière aussi Ça commence aujourd'hui, et de trucs personnels, en fait. Et donc, ce mix-là, j'espère que les gens kifferont.
Pourquoi avez-vous choisi d'être médecin et pourquoi la dictologie? Alors, mon père et ma mère m'ont toujours dit, il faut que tu aies un job où tu seras tranquille. Donc, ils m'ont dit médecine ou droit. C'est cliché, mais c'est rigolo. J'ai choisi de m'inscrire en médecine. Au départ, je voulais être dentiste. Mais en deuxième semestre de la première année de médecine, j'ai vu un homme rentrer dans l'amphi qui était magique. C'est un charisme de dingue. C'est le professeur Charles Roux. C'était mon professeur d'embryologie. Et il tenait l'amphi comme jamais. Il faisait des grands dessins d'embryons et tout. J'ai dit, je vais être comme lui, je vais faire médecine. Ça, c'est la première chose. Voilà, c'est la première fois où je me suis dit, je vais faire médecine et j'ai choisi de faire médecine. Mais vous étiez en première année de médecine déjà? Ouais, mais première année de médecine, c'est le concours. Et en fait, à la fin du concours... pour être dentiste. À la fin du concours, c'est vous êtes classé soit médecine à l'époque ou dentaire. Bon, déjà ça. Après, donc, je passe en deuxième année de médecine. On s'éclate. Et à partir de la 4e année, il y a les stages d'externat. Ce sont des stages hospitaliers. Et je passe d'abord en pneumopédiatrie. Et là, je m'éclate en pneumopédiatrie avec tous ces enfants qui avaient des maladies graves, notamment beaucoup de mucoviscidose. Je m'éclate. J'y suis pas mal quand même la pédiatrie. Et après, je passe en orthopédie pédiatrique, en chirurgie. Je dis, la chirurgie, c'est pas pour moi, mais je me suis bien éclaté pendant le stage. Et après, je passe en neurologie. Neurologie, je trouve que c'est cool, les images du cerveau. Et là, je passe en psychiatrie derrière ça. Et là, j'ai un flash, parce que moi, je fonctionne que comme ça, au flash. J'ai un flash et je dis, je veux faire ça. Et je raconte tout le temps, mais dans ce service, il y avait des patients qui étaient addicts à l'alcool et à des drogues. J'ai trouvé un peu délaissé et je suis allé m'occuper d'eux. Et ils s'occupaient d'eux dans le service, mais franchement, je me suis plutôt accroché à ces patients. Et le chef d'unité, je me rappelle, à la visite, m'a dit tu feras un bon psychiatre, mais tu t'occuperas bien aussi des gens qui ont des problèmes d'addiction. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai choisi d'être médecin, psychiatre, et la dicto, ça me plaisait. Quel message, oui? Non, même ça me faisait kiffer. Et aujourd'hui, ça vous fait toujours kiffer? Ah ouais, moi je fonctionne que comme ça. Dès que ça me fait plus kiffer, c'est terminé pour moi. Quel message clé aimeriez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre? On n'est pas tous addicts. On peut avoir des comportements excessifs de consommation, peu importe les substances ou les comportements, mais on peut s'en sortir, qu'on soit addict ou pas addict. L'excès, ça se régule, et l'addiction, ça se soigne. Donc quand vous dites comportement excessif, c'est-à-dire que quelqu'un ponctuellement boit plusieurs verres et fume un paquet de clopes, c'est pas grave? Non, j'ai pas dit que c'est pas grave. J'ai dit que vous pouvez réguler ce comportement excessif. Ça veut dire quoi, réguler? Ça veut dire changer votre comportement de consommation, vous dire je suis dans l'excès, je vais faire différemment, je vais peut-être faire attention à la quantité d'alcool que je consomme, je vais peut-être décider d'arrêter de fumer, ou je vais peut-être même décider de boire occasionnellement. Laurent Carilla, en quoi croyez-vous? En quoi je crois? Ouais. Je crois en Dieu et au heavy metal. C'est qui Dieu? Dieu, c'est une force supérieure pour moi. Et le heavy metal? Le heavy metal, c'est un peu toute ma vie. Et le lien entre les deux? Il y a la même connexion divine. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? Qu'est-ce qui m'inspire ou m'émeut? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est vraiment ma passion pour la musique, la créativité. Ça m'inspire. De voir, j'ai des modèles, j'ai toujours fonctionné avec des modèles en fait. Et j'ai des modèles comme ça. J'ai Gene Simons de Kiss, qui est un modèle pour moi, le bassiste-chanteur, qui est un homme multicasquette. J'ai Enrico Macias, qui est un modèle pour moi. Oui, c'est ce côté, modèle un peu paternel et un peu créatif. Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Je pleure rarement, honnêtement, mais je peux pleurer devant un film, par exemple. Je dois pleurer devant des films. Par exemple, quel film vous avez fait pleurer? Pour quelqu'un qui pleure rarement, avoir un film qui lui fait pleurer. Attendez, que je me rappelle, un film qui me fait pleurer. Je me demande si j'ai pas pleuré devant le film qui s'appelait Va, vie et deviens. Ah oui, de Radu. Ouais. Je pense que ça m'a touché. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous met en colère? La jalousie des gens
La méchanceté des gens. Ouais, le côté envieux, mais agressif. Parce qu'on peut tous donner de l'envie aux gens, enfin, être jalousé, c'est pas grave, mais quand ça devient vraiment pathologique, ouais, agressif, quoi. Pathologique, ça veut dire quoi? C'est une maladie Pathologique, ouais, dans le sens pas maladif, mais quand ça devient répétitif et agressif, vous voyez, avec la méchanceté. De toute façon, les méchants sont toujours punis. Qu'est-ce qui vous fait peur? La mort. Qu'est-ce que vous faites pour pallier à ça? J'essaye de gérer mes anxiétés, comme je peux. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Être en famille, être dans des moments très kiffants. Mais les moments très kiffants, je sais pas, ça peut être dans un festival de musique, ça peut être là récemment, j'étais au Mondial du Tatou, avec une ambiance, avec des amis, ça peut être à un concert, ça peut être, je sais pas, par exemple, moi j'adore le moment où j'ai écrit, et je reçois le livre en format papier. Vous voyez, c'est comme une naissance, j'adore ça. Voilà. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien? Par exemple, quand il y en a un qui vous met en colère, qui répète ses méchancetés, qu'est-ce que vous vous dites pour être zen? Je me dis pas de phrase particulière, mais je peux écouter un style de musique particulier, ouais, pour me calmer en fait, de la colère ou de la méchanceté. J'ai comme ça des rituels avec des petites chansons en fait. Par exemple, je peux écouter de la musique très très violente pour me calmer en fait. Pas forcément violente, mais un peu bien punchy. Par exemple, je peux écouter, je peux vous dire le titre si vous voulez, Revolution de Rob Zombie par exemple. Voilà, je peux écouter ce titre-là. Et sinon, j'ai un autre rituel avec un titre de Gojira qui s'appelle Stranded. Et ça, je l'écoutais plutôt avant des moments importants dans ma vie. Passer un examen, etc. Et du coup, Enrico Macias, vous l'écoutez quand? Et Enrico Macias, je peux l'écouter tout le temps parce que lui, il m'apporte de la dopamine en fait. Enrico Macias, c'est aussi fort qu'ACDC, hein. Ou Kiss. Eh bien, merci Laurent Carilla. Merci à vous. Au terme de notre discussion avec le professeur Laurent Carilla, retenons ceci. L'addiction est complexe, mais pas insurmontable, et la compréhension est cruciale pour avancer. Nous avons vu l'addiction sous plusieurs angles, aborder le rôle du cerveau et discuter des promesses des psychédéliques en thérapie. Ces informations nous équipent pour mieux appréhender ces défis. Rappelez-vous, l'addiction est une épreuve de vie qui peut mener à la résilience. Utilisons nos connaissances et le livre du professeur Carilla, Docteur Addict ou pas, pour nous aider nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Voilà, je vous donne rendez-vous sur blumenew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.